Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à une autre entrevue qui met en lumière notre personnalité du mois en collaboration avec l'organisme Immigrant Radio Vertière. Et cette fois-ci, nous avons un nouveau joueur, notre commanditaire, que nous tenons d'ailleurs à remercier. Il s'agit de BDS Avocat. Alors, la personne qui a été sélectionnée pour ce mois de juin, donc ce mois de la fête des pères, alors on va faire changement. On a eu des femmes récemment, donc aujourd'hui, il s'agit d'un homme et pas de n'importe quel homme. C'est une personne dont le parcours exceptionnel témoigne du pouvoir du leadership, de l'engagement citoyen et de l'expertise internationale. Alors, notre invité est politologue de formation, expert en coopération internationale et analyste reconnu des enjeux géopolitiques contemporains. Monsieur John Miller Beauvoir, si vous ne l'aviez pas deviné, cumule plus de 20 années d'expérience professionnelle à travers une vingtaine de pays d'Afrique, d'Asie et des Amériques. Wow! Quelle fierté pour moi de vous recevoir aujourd'hui, John Miller. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, merci de l'invitation. C'est une fierté partagée parce que vous faites un très bon travail au sein de la communauté. Donc, Merci c'est un beaucoup. grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, merci, ça me touche. Alors, John Miller, je sais que vous avez l'habitude d'être honoré, de recevoir des prix, mais j'aime toujours poser cette même question. Qu'est-ce que ça fait d'être choisi, d'être sélectionné comme notre personnalité du mois? Oui, c'est vrai que j'ai reçu des distinctions, surtout internationales. Mhm, Euh, mais quand c'est votre communauté, euh, euh, les nôtres, qui, euh, qui, euh, qui choisissent de nous honorer, mhm. ça me touche particulièrement. C'est vrai, Parce que j'entends ça souvent. témoigne de l'engagement communautaire, de l'ancrage Mhm, auprès des nôtres. Parce que c'est surtout nous autres d'origine haïtienne, moi je le dis souvent, nous sommes comme des étincelles. On brille un peu partout. Mais faire la différence au sein de notre communauté, pour moi, est essentiel. Et savoir reconnaître les nôtres, pour moi, quand même, j'en profite oui, pour remercier Neva, hein, l'équipe dirigeante, oui. et vous autres aussi, et tous les partenaires, d'avoir fait choix de moi Mhm, pour être reconnu pour ce mois de juin. mhm, Et quand même, ça m'a beaucoup touché. Et c'est une reconnaissance qui ne m'appartient pas, hein, mhm. parce que, comme on dit, ça prend tout un écosystème. Et j'en profite pour dédier cet hommage à tous les acteurs, toutes les actrices de notre communauté qui essayent quand même de faire avancer nos causes dans un contexte particulièrement difficile, notamment ici au Canada. Tout à fait, ils sont nombreux. C'est pourquoi cette initiative, bon, je la salue régulièrement, je la salue encore aujourd'hui. C'est une très, très bonne chose que de prendre le temps de souligner. Il y a des gens même qu'on ne connaît pas qui travaillent dans l'ombre, qui font vraiment un travail exceptionnel dans la communauté. Vous, bon, vous avez quand même une certaine notoriété, mais il y en a d'autres aussi qu'on présente et qu'on permet aux gens de découvrir. Donc, vraiment, c'est une très, très belle initiative de la part de l'organisme Immigrant que j'invite d'ailleurs tout le monde à suivre. Donc, vous pouvez aller sur leur page Facebook et vous avez mentionné Neva tout à l'heure. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter, Neva, c'est un événement annuel, donc qui signifie Nos étoiles venues d'ailleurs, qui met encore une fois en lumière donc des personnes issues de l'immigration qui font la différence. Alors, John Miller Beauvoir, vous faites beaucoup de choses pour faire briller justement la communauté haïtienne. Mais avant d'entrer dans les détails de vos fonctions, j'aime toujours parler un petit peu de l'histoire, de la vie de mes invités, histoire de connecter un peu plus avec eux. Donc, quand est-ce que vous avez su que vous alliez vous impliquer, vous investir pour la cause internationale ou bien civile? Comment ça a commencé tout ça? Et en fait, très tôt, je Mhm. dois dire que je suis né sur l'île de la Gonâve. C'est la plus grande île adjacente de la République d'Haïti, qui se Oui. trouve dans le département de l'Ouest. Mhm. Mon père est un religieux, un Oui. leader communautaire. Euh, il a une école qui fonctionne, une église et tout un écosystème d'appui, d'aide Mhm. humanitaire Oui.
Donc, je dois dire qu'il m'a beaucoup inspiré, je veux dire, Mhm. dès l'enfance. Oui. Et pour l'engagement, je dirais, civique, Mhm. ça vient euh, euh, le 18 mai Oui. 1991. C'est un jour inoubliable. Qui vous a marqué, Ah qui oui, est ça m'a beaucoup ancré. marqué. 18 mai, c'est la fête du drapeau Oui. d'Haïti. Et mon école m'avait choisi pour porter le message. Oui. Non seulement de l'école, mais c'est vraiment de toute la communauté. Il y avait comme environ une dizaine d'écoles qui D'accord. s'étaient réunies pour célébrer le drapeau. Et j'ai senti quelque chose ce Vous étiez jour-là. le seul jeune qui avait été sélectionné à Non, ce moment-là. il Un par école. y avait Mhm. plusieurs jeunes, Mhm. oui. Chaque école devait sélectionner un ou Un jeune. deux Mhm. jeunes et il devait y avoir un prix du Mhm. ministère de l'Éducation nationale. Bon, Oui. plus tard, j'avais gagné, je dirais. Waouh. Mais ce qui m'avait marqué, c'est l'effet du drapeau bleu et rouge qui flottait, Mhm. les enfants vêtus très proprement, et puis il y avait Avec cette l'uniforme. ferveur Oui, oui, patriotique que j'ai oui. sentie Mhm. dans cette foule-là. Il y a quelque chose, il y a eu un déclic. Quelque chose est né à ce moment À ce précis. moment précis, Mhm. 16 décembre 1991, Mhm. et tous les choix que j'ai dû faire par la suite Mhm. ont découlé de ce De 18 mai. ce 18 mai. Ouais. Tout mon engagement, la création d'organisations, Mhm. mais tout ce que j'ai fait, Mhm. mes études aussi, sont nées de cette célébration du 18 mai. Mhm. Mais il faut dire que depuis les débuts, hein, vous étiez un enfant qui se démarquait, vous étiez un premier de classe. Donc, l'excellence académique, vous connaissiez, déjà très impliqué. Est-ce que c'est vous avez dit que votre papa vous a inspiré, mais est-ce qu'il vous a un petit peu tiré avec lui ou bien c'est de vous-même que vous avez décidé de vous impliquer? Avez-vous créé des organisations tout jeunes ou bien ça a Oui. pris un peu plus de temps? En fait, pour l'excellence académique, je pense, il y Mhm. a toujours une part de don. Oui, Il y a quand même des atouts oui. naturels. Il y avait moi et mon frère, on se challengeait. Et Oui. lui, on était deux premiers de classe. OK. Mais vous étiez à l'école de votre père. Oui, c'est l'école de Mhm. mon père. Mhm. Pas de Et favoritisme. pas de Vous avez favoritisme. vraiment gagné vos galons. Ça n'allait pas m'amener ici au Canada, en fait. Mais justement, il y avait le talent, mais il y avait Mhm. aussi la discipline, la Mhm. volonté de réussir, la volonté de faire mieux. Mhm. Mais dans mon cas, ce n'était pas nécessairement d'être premier de classe, c'est de Mhm. tirer Oui, tous les élèves, tous mes camarades oui. vers le Dans haut. vos projets. Oui, justement, donc j'ai eu toujours des groupes de travail. Mhm. Bien que moi, j'ai compris les cours, mais j'ai dû quand même créer un Mhm. environnement d'apprentissage Oui. collectif. Mhm. Et donc, j'ai toujours su les tirer vers le haut. Mhm. Et aussi cette discipline de toujours travailler. Je me rappelle même pendant les vacances d'été, Oui. mon père nous prenait on appelle les enseignants particuliers, on Mhm. les appelait ainsi. Mhm. Même en vacances, on avait des cours d'anglais, moi et mon frère, ma soeur, etc. Donc il y avait cette ambiance d'apprentissage Oui. et c'était tout au niveau de la communauté, justement, ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai eu cette curiosité intellectuelle, Mhm. toujours apprendre, aller dans la bibliothèque, etc. Donc voilà un peu comment ça a commencé. Donc, vous étiez la fierté de vos parents. Vous avez mentionné votre frère tout à l'heure. Vous êtes le troisième de 6 enfants. Oui. Est-ce que les autres ont suivi un petit peu vos traces ou bien est-ce que vous avez créé des choses ensemble? Oui, en fait, ils ont chacun leur talent. Mhm. Mon frère, lui, il est dans le champ médical. Mhm. Et il y en a d'autres qui sont dans la cuisine. Vraiment, chacun a choisi sa voie, mais on est 6 enfants talentueux. Oui, Chacun à son niveau, oui. à des degrés divers aussi. Mhm. Mais je dois dire que je suis très fier de tous les membres de ma famille Mhm. qui réussissent chacun à leur manière. Parfait. Et donc, vous avez mentionné que votre papa était votre inspiration. Il était un leader communautaire, pourvoyeur dans sa communauté, un influenceur. Qu'est-ce que vous avez retenu ou tiré de votre maman? Parce que je suis convaincue qu'elle a joué un rôle Ouais, prédominant déjà, aussi. le code génétique, on se ressemble Mhm. beaucoup. Oui. Moi et ma mère, c'était toujours, on parlait toujours de ça dans notre famille. Mhm. Et aussi, elle travaille très fort.
C'est quelqu'un qui a une éthique de travail, de la discipline et de la réussite dans l'effort. Oui. Elle est très débrouillarde, si je peux dire, et elle ne se plaint jamais, elle fait le travail. Donc, cette passion pour le travail et la discipline, je pense que je l'ai hérité un peu. En fait, ma mère a été cette femme modèle. Pour moi, elle est encore vivante. Mes deux parents sont encore là. Ils sont en Haïti ou Non, ici? ils sont aux Aux États-Unis pour le États-Unis? moment, OK. mais ils continuent de nous inspirer. Et comment justement ces valeurs, comment vous les avez incarnées dans le cadre de votre parcours, de votre profession? Mais toujours la quête de l'excellence, l'intégrité. Vous savez, c'est une famille religieuse, c'est des modèles d'intégrité et de moralité. Donc, tout au long de mon parcours professionnel, mon cheminement personnel, j'ai toujours incarné et inculqué aux autres aussi ces valeurs fondatrices d'intégrité, d'éthique, euh, de l'amour du travail, l'éthique du travail. Tout ça fait partie de mon cheminement, des ingrédients qui ont contribué fortement à forger la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est pour moi, c'est peut-être le plus bel héritage qu'ils Oui, nous ont légué, immatériel, mais très important dans le cadre de mon parcours. absolument. Et donc, votre papa était religieux. Est-ce que vous avez grandi quand même dans un environnement qui était un peu rigide ou bien pas nécessairement? Oui, très rigide, Oui, mais ma mère était la plus, je dirais, intégriste. Là. OK. Elle est, pour la question de foi, Oui, le bien et le mal, elle a une vision très claire. Mais mon père était, je dirais, lui, c'est le pasteur, mais il était un peu plus tolérant envers ah, moi, surtout moi et mon frère. c'est ah, Il c'est était, il étonnant quand l'était, même. il l'était, mais c'est clair qu'il voulait nous mettre dans un carcan, c'est-à-dire des fils de pasteurs. On doit avoir une certaine ligne, on ne doit pas Oui. se mêler des Certaines autres. conduites. Oui, mais même les amis, là, les gens avec qui on joue au football. Moi, je suis un passionné du football. On est On y dans la pleine reviendra Coupe du justement. Monde, là, On est dans la période, oui. justement. Donc, mais moi, j'ai transgressé un Oui. peu ces codes parce que pour moi, j'étais un rassembleur. OK. Et que tu sois chrétien, vaudouisant ou que tu ne respectes pas les lignes de mon père, je tenais à avoir des amis et au-delà au-delà de mon cercle religieux et social aussi parce que on était comme une sorte d'élite là, même au milieu communautaire. Oui. Mais il fallait aller rassembler et jouer avec tout le monde et briser certaines barrières. Moi, j'étais cette personne-là. Oui. euh, Donc, qui vous aviez déjà une personnalité bien définie claire. et j'imagine que c'est ce qui vous a aidé à vous adapter et à voyager à travers tous ces pays et à faire le travail que vous faites. Absolument, Mhm. absolument. Parce que parfois, il me demandait pourquoi tu peux être ami Mhm. du sacro-saint, Oui. là, pasteur ou fils de pasteur. Mhm. Un peu plus tard, on te voit avec quelqu'un qu'on pourrait dire de pas très bonne réputation. Mhm. Mais on pouvait s'entendre, je pouvais comprendre. Je pouvais comprendre leur perspective de la vie. Mhm. Et en chaque personne, il y a quelque chose de positif qu'on peut tirer. Moi, j'étais toujours ce rassembleur-là, Mhm. quitte à parfois mécontenter mon père. Mais ça, je pense que c'est le lot de tous les enfants, hein, Oui. de mécontenter leurs parents. Donc, vous êtes un expert en coopération internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste de façon plus précise? Parce que c'est quand même vaste, on entend ça, la coopération internationale, mais on ne Ouais. sait pas toujours ce que ça implique. En fait, dans mon background, j'ai Mhm. étudié les relations internationales, la Oui. diplomatie, Mhm. déjà depuis en Haïti. Et puis Mhm. à l'UQAM, j'ai fait une maîtrise en En sciences sciences politiques. politiques. Mhm. Donc la coopération internationale, on entend souvent parler d'aide au développement ou de Oui. développement international. Mhm. Donc il y a un ensemble de programmes et de projets mis en place par certains pays, y compris le Canada, les États-Unis et Mhm. autres, pour venir en aide Oui. ou pour développer une sorte de partenariat avec d'autres pays. Donc, Mhm. ça prend des techniciens, des praticiens
et des experts en développement international, en coopération internationale, pour gérer les projets, pour la mise en œuvre, pour la conception de ces projets-là, mais aussi pour faire l'analyse politique liée autour de ça. Donc, de la situation Oui, du pays, parce que ça crée, en fait, il y a une incidence selon bon, toute la situation qui se passe. Est-ce que vous avez la possibilité de vous installer, de développer absolument. ou non, parce que vos vies peuvent être en danger aussi. Oui. Donc, est-ce qu'on c'est un pays en guerre ou non? Donc, il y a Donc, tout ça à considérer. avant d'aller, avant de, en fait, même pour l'élaboration Mhm. du programme, Oui, il faut une analyse du contexte. oui, du Et terrain. l'analyse du terrain prend en compte l'aspect politique, Oui. géostratégique, l'aspect sécuritaire Mhm. et les différents secteurs. Et l'analyse, tu vois, de la situation des jeunes, Oui. des femmes, des forces de défense et de sécurité. Mhm. Ça prend ces analyses-là. Moi, je pratique, j'ai fait ce travail là au sein Mhm. des organisations internationales depuis environ une vingtaine d'années. Mhm. J'ai commencé en Haïti à travers une organisation internationale, une organisation américaine, mais Oui. internationale. Mhm. Donc, voilà, c'est surtout pour la mise en œuvre pour la conception et la mise en œuvre des programmes de coopération internationale. Mhm. Je suis un élément clé Clé, oui. dans la conception, l'analyse et plus récemment dans l'évaluation Mhm. de ces programmes. Donc, j'ai OK. fait de l'évaluation de programmes un peu partout, en Mhm. Côte d'Ivoire, Au au Mali, Sénégal, un peu Sénégal, oui, partout. plusieurs pays d'Afrique. Mais justement, j'aimerais aborder un point qui est un peu délicat. Souvent, on entend des critiques face à la coopération internationale, Absolument. justement, qu'ils viennent s'immiscer dans la façon de faire. On ne respecte pas nécessairement, parce que là, vous dites que vous analysez le terrain et tout, mais est-ce que c'est vraiment fait dans le respect, dans la dignité des locaux? C'est une, Quel est votre constat, en fait? c'est une excellente question. C'est une excellente question. Et d'ailleurs, moi, ma maîtrise, je l'ai faite sur cette thématique. Mhm. C'est l'efficacité de l'aide internationale. Oui. Et de l'intérieur, j'ai vu beaucoup de choses euh, pas très intéressantes Oui. dans la mise en œuvre, Manque dans d'intégrité, l'approche. peut-être? Mhm. Oui, il y a surtout l'ingérence Oui. étrangère. Parfois, on dit, bon, la main, ben, celui qui choisit, celui qui paie la musique, celui qui paie l'orchestre choisit la La musique, ou musique. la main qui donne, c'est celle qui dirige. Oui. Donc, il y a cette approche un peu paternaliste de la Mhm. coopération internationale, notamment quand ça vient des États-Unis Mhm. et de certains pays européens. Et, et moi, de l'intérieur, je me suis toujours battu pour le respect d'un ensemble de principes. Oui. Et j'ai fait la promotion, notamment dans le cadre de mon travail, Mhm. de ce qu'on appelle la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, Oui. qui prône Oui. justement l'appropriation locale, Oui. le respect des aspirations des populations De la locales, vision, la de la mutualisation, culture, oui. le respect de la culture. Dans Mhm. tous mes projets, Oui. j'ai insufflé Mhm. cette stratégie-là. Quand je dis que je développe des stratégies, Oui. c'est surtout, par exemple, les derniers projets que j'ai gérés, je Mhm. tenais à ce que la majorité des cadres qui travaillent sur les projets soient issus des Oui. communautés où on va implanter les projets. Qui OK. parlent les langues locales, etc. C'est intéressant, mais je vais aller encore plus loin avec vous. Une autre critique, c'est que le développement international n'aide pas nécessairement les communautés, ça les rend dépendants justement à cette aide extérieure. Alors, Ouais. plutôt que de donner le poisson, d'enseigner à pêcher. Ah ouais, c'est un grand homme Alors, africain oui, du nom de Thomas Sankara. Hein. D'ailleurs, exactement. j'ai Ouais. visité sa maison au Burkina Faso, justement, je suis ami de sa sœur, Mhm. qui disait, nous avons besoin de l'aide Oui, qui nous aide à nous dépasser de l'aide. Nous exactement. avons besoin d'une aide qui nous aide à nous départir Oui. de cette tendance cyclique, Parce que, de mais c'est cette quand même, dépendance. c'est ça, parce que c'est quand même ponctuel dans le temps. Même si Oui, vous engagez des personnes qui sont issues du pays même que vous aidez, mais après c'est terminé. c'est une Mhm. excellente conversation. Et Haïti, Mhm. Haïti, et c'est Michael Jean même qui Oui, l'avait dit à un certain moment, c'est le laboratoire oui. d'expérimentation de l'aide inefficace, Ben c'est ça, de parce que l'échec est-ce de qu'on l'aide crée de internationale. l'emploi Cependant, durable? il Mhm. y a de plus en plus, et ça c'est très encourageant,
Et je le vois en Afrique, par exemple, en Afrique subsaharienne, en Afrique francophone, Mhm. beaucoup de cadres africains, responsables de gouvernement ou d'organisations de la société civile, Mhm. qui sont de plus en plus vigilants à l'efficacité de Oui. l'aide, première chose. Mhm. Deuxièmement, que l'aide internationale respecte ou s'aligne Oui. sur les priorités locales. Oui. J'étais très, très heureux de voir ça lors de mon dernier passage en Guinée, Mhm. Conakry, Oui. où il y a toute une classe de cadres Oui. émergents. Et la jeunesse africaine se lève Ben, la aussi. jeunesse, c'est la Oui. jeunesse. Oui. Justement, et j'ai vu, hein, j'ai été voir un ministre Oui. à Conakry, et puis lui, il m'a raconté, il m'a dit, écoute, je viens de rencontrer tel responsable de telle ONG Mhm. pour leur dire, je ne suis pas d'accord, vous étiez dans telle région pour implémenter un programme sans mon autorisation, sans notre supervision, sans Oui. notre information. Donc, Oui. il y a une tendance Mhm. à s'approprier non seulement du narratif Oui. des pays du Sud global, mais aussi à implémenter Oui. l'aide Colonial. de manière Avec une décoloniale, approche. d'une manière plus décoloniale. Ah, Et il y a des OK. tabous qui tombent, des Mhm. tabous qui tombent notamment par rapport à l'influence de la France Mhm. sur certains pays africains. Oui. Vous voyez ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Toutes les bases françaises ont été fermées, les Oui. bases militaires. Mais je pense qu'il était temps qu'il y ait cette forme d'éveil ou de réveil, si je puis dire. Et tout à l'heure, vous m'avez devancé parce que c'était une autre question que je voulais aborder avec vous, parce que vous parlez d'analyser le terrain, bon, toute la stratégie, etc. Mais est-ce que vous faites ça seul avec les équipes canadiennes qui vous envoient ou bien avec les gens du terrain? Donc, Ouais, de plus en plus, j'imagine que vous sollicitez la participation, la collaboration absolument, des absolument. différentes structures et puis des paliers gouvernementaux? Oui, ça implique, c'est clair, ça prend une expertise très sophistiquée. Mhm. Il peut y avoir des internationaux, des expatriés Oui. qui gèrent, qui dirigent ces équipes, Mhm. mais de plus en plus, on fait attention Mhm. pour que les Oui. voix locales soient amplifiées ou Mhm. soient écoutées dans le cadre De vous, de la mise en œuvre, oui. mais aussi de l'évaluation de ces programmes. Est-ce qu'on trouve réellement cette expertise? Parce que ça aussi, c'est souvent, on entend dire ça pour justifier le fait qu'on fasse venir les gens de l'extérieur, qu'on ne trouve pas les compétences sur place. Est-ce que c'est vrai? C'est réel? Ah, il y a des compétences sur place, mais je Mhm. veux dire, c'est pour les programmes Mhm. et pour la gestion de certains programmes Mhm. et des portefeuilles financés par les bailleurs internationaux, ça prend une connaissance c'est-à-dire que c'est comme un jargon du bailleur, Oui. une culture qui demande beaucoup de temps. Mais je veux dire que de plus en plus, Mhm. euh, euh, d'Africains avec eux que je travaille Mhm. beaucoup plus, et font partie du leadership Mhm. de ces programmes-là. Mhm. Et là, j'ai géré un programme sur le Sénégal Oui. récemment, et moi, je n'ai même pas été. C'est deux Sénégalais qui faisaient Donc, tout. vous Je les leur avez donne. encadrés, Oui, oui, oui. supervisés. On Mhm. partage les outils, Oui. on fait la réflexion ensemble, et puis Mhm. après, ils mettent en œuvre. OK. Là, maintenant, j'aimerais aller dans le croustillant. Vous travaillez comme ça à l'international depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Je sais que votre vie a été mise en danger à un certain moment de la durée. J'aimerais que vous nous racontiez cette expérience qui a été des plus marquantes pour vous. Ah, vous voulez commencer par la plus La plus dure. morbide. Bon, Oui, là, parce ça, que c'est... parfois, parce que souvent les gens entendent parler de coopération, on veut Oui, faire de l'aide humanitaire, ça a l'air joyeux, ouais. tout le monde veut se lancer là-dedans, ils pensent aux avantages, on va Il payer vous le voit transport. dans les Ben avions. oui, ah, on paie le transport, on paie l'hébergement, etc. Ils s'en mettent plein Ouais, les poches. C'est ouais, ce que les gens ont en c'est tête. Mais exactement c'est ça. pas seulement ça, c'est Pas la seulement, réalité. il y Ouais. a l'autre côté de la Ouais. médaille. Il y a les maladies, il y Et oui, a justement, l'insécurité. Mhm. et l'une des expériences, je dirais, les plus marquantes de Ouais. ma vie professionnelle, je l'ai vécue justement dans une région qu'on appelle Difa, Mhm. au Niger, et tout près de la frontière avec le Nigeria. Mhm. Là, il y a un groupe terroriste qui sévit
Oui. Là-bas, c'est le Boko Haram. Boko Haram. Justement, moi, j'ai été là-bas et j'ai été invité, justement. C'était une Canadienne qui gérait ce programme pour les États-Unis, justement. Ils m'ont invité comme expert pour aller travailler avec des jeunes à DIFA et pour un peu sur l'analyse politique, sociale et leur donner des outils pour éviter qu'ils soient pris au piège de recrutement de, Oui. ces groupes, de ce groupe Boko Haram OK. même. Et arrivé sur les lieux, le jour même, Oui. j'étais chez le préfet pour une visite de courtoisie et puis j'ai entendu, on a commencé à entendre des tirs nourris. Donc, ce groupe connaissait le but de votre présence, j'imagine. C'est une façon pour eux de... Je ne sais pas. OK. Ça jusqu'à présent, ça reste Parce comme parce que un vous tabou. dites que vous étiez là pour On éviter... était là pour les contrecarrer. C'est Et ça. ils ont attaqué Ils ont la attaqué, ville. donc c'est-à-dire qu'ils étaient au courant du but de votre Donc, présence. et l'attaque a commencé tout près de notre bureau. C'est ce qu'on nous a rapporté après. Oui. Non, mais il y a comme... peut-être que ce n'est pas une coïncidence, vous voyez. Et donc, de là, heureusement, on était chez le préfet. Le préfet est très sécurisé. Il a quand même des moyens à sa disposition. Il nous a hébergés dans une salle, dans une chambre sécurisée. Dans laquelle vous êtes resté enfermé pendant 3 jours. 3 jours, Pendant quand 3 même. jours, il y a eu ce qu'on appelle les kamikazes, c'est-à-dire des gens qui viennent qui se faisaient suicider. exploser. Se faisaient exploser. Oh là là. Il y a eu des hélicoptères de guerre, des avions de guerre. Il y a eu... Vraiment, c'était... Vous étiez combien enfermés dans cette chambre? Moi, j'étais avec un collègue nigérien qui était avec moi, puis le préfet. Donc, mais dans cette situation, pendant 3 jours, il n'y avait pas de communication. Oui. Le service d'Internet était coupé. Voilà. Et le téléphone ne marchait très peu. Oui. Donc, on devait coordonner pour voir comment sortir de cette situation-là. Donc, mais est-ce que vous aviez de la nourriture, de l'eau? Oui. Alors, donc, OK. Les toilettes. Toujours dans cette situation difficile, il y a cette part d'humanité qui peut se révéler. D'accord. C'est le fils du préfet. Oui. Alors, il avait alors 12-13 ans. Il était comme vraiment très attachant. Il voulait s'assurer que je ne manquais de rien. Il faisait à manger pour nous. Wow. Il était toujours là. Donc, vous avez quand même accès à la maison. Bien sûr. En quelque sorte. Ils nous ont donné un peu. Donc, vous n'étiez pas enfermé dans une chambre. On nous a donné une chambre. OK. Mais il y avait comme, en Afrique, là, il y avait la cour. Cette tout section, oui. Donc, c'est là qu'on sortait de la chambre à la cour. À la cour. Et le jeune garçon vous préparait à manger. Il m'apportait des choses. À 12 ans, wow. Et on garde contact jusqu'à présent. C'est bien ça. On est devenus de très bons amis. OK. Donc, c'était une expérience comme qui a testé ma mission, ma vocation. Et ça m'a changé. Mais ça ne vous a pas fait arrêter. Non. Mais quand vous dites que ça vous a changé, de quelle façon ça vous a changé? Ça m'a poussé à me poser des questions parce que je suis un passionné. Ceux qui me connaissent savent que quand Vous êtes un aventurier. Je pars comme ça, là. Oui. Puis j'ai dû me poser la question par rapport à mes enfants, ma famille, etc. Donc j'ai ralenti un peu. Puis je pose plus de questions avant de me déplacer. OK. Et la personne qui m'avait invité, cette Québécoise, là, elle est aussi aventurière. En fait, ça prend un type de personnalité pour faire ce genre de travail. Absolument. Donc, elle était de cette catégorie-là. Mais ça donne aussi une idée réelle de l'engagement et du sacrifice que ça prend quand on croit. Quand on croit à l'humanité, quand et on de croit à voir quelque jusqu'où chose. vous êtes prêt à aller. Est-ce que vous êtes prêt à aider au péril de votre vie? Exactement. C'est une question. Et quelle a été la réponse? C'est une question existentielle. Et quelle a été la réponse? Je vais pas changer à plus de 40 ans. Je sais que ça veut dire cette mission-là, je vais la garder. Oui. Mais je vais
j'apprends à doser Oui. davantage, à poser plus de questions avant de m'aventurer. Mhm. Et vous avez mentionné justement la famille. Comment est-ce que votre épouse et les enfants ont vécu cet épisode? Parce que 3 jours sans avoir de contact, ça devait être inquiétant pour eux. Et après avoir su que vous avez vécu cette expérience-là, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vous ont demandé d'arrêter justement, de faire autre chose? Ouais, c'était très dur. Ils Oui. savent que je ne vais pas Oui. arrêter, like, stopper net comme Mhm. ça, là. Mais on a eu des conversations et surtout que euh, quand on a annoncé la nouvelle à ma famille, moi, je ne pense pas que c'était Mhm. de la meilleure des façons. Oui. C'est-à-dire que John est retenu quelque part. Oh là là, on pensait que vous étiez un otage. Ouais, c'était comme, mais Oui. c'était une forme d'otage. Oui. Et parce qu'il y avait des gens qui rôdaient autour, Oui. etc. Mais oui, ça nous a forcé à nous poser des questions par Mhm. rapport Mhm. à la tolérance au risque. Oui. Et là, j'imagine que vous êtes engagé à être plus prudent pour que votre famille vous laisse poursuivre votre Oui, mission de oui, vie. je leur dis. Et les missions, de plus en plus, mes missions sont mieux encadrées, D'accord. c'est-à-dire avec des compagnies de sécurité, des Mhm. téléphones satellites, des gens qui... ouais, en tout cas, il y a plus de mesures Mhm. de sécurité et de Oui. protection qui nous accompagnent sur le terrain. Mhm. OK. Et est-ce que vous avez justement des histoires un peu plus joyeuses à nous raconter qui Ah vous ont oui, marqué? ah oui, mais c'est-à-dire l'Afrique, pour Oui. moi, c'est une expérience extraordinaire. Mhm. C'est un retour aux sources. Oui. Pour moi, je me rappelle la première fois que j'ai été en Afrique en 2018, Oui. quand j'ai atterri au Niger, à Niamey. Mhm. Le chauffeur qui était venu me chercher à l'aéroport, je lui ai parlé en créole tout de suite, de Oh, manière spontanée. wow. Dans ma tête, Oui. ma tête m'a conditionné que, ben, écoute, je suis chez moi, je suis de Oui. retour chez moi. Oui. Et Il y avait ça, des points communs, des ressemblances. oui, oui, il y avait beaucoup de points communs, beaucoup Comme de quoi, par exemple? réflexes, Mhm. mais pas toujours positifs, Mhm. oui. Donc, Donnez-nous quelques exemples. non, non, je veux dire, ouais, la gastronomie, déjà, Mhm. on aime ça. Mhm. Euh, il y a certaines approximations par rapport Mhm. à l'horloge, par Oui, exemple. Donc, ça, c'est mais des ça, choses c'est... c'est des choses qui sont, pour moi, Ouais, c'est, ouais. je veux dire que c'est des survivances. Mais il y a des pays, par exemple, le Bénin, Oui. c'est tout le pays qui nous renvoie à Mhm. Haïti. À Haïti, oui. Ouais, c'est-à-dire, c'est le climat, c'est les gens, c'est Est-ce qu'on peut dire que c'est le pays d'Afrique qui vous a le plus marqué. marqué? Ouais. Oui. C'est le OK. pays d'Afrique qui m'a le plus marqué parce Mhm. que l'avion allait atterrir à Cotonou. Je dis Mhm. non, là, je suis chez moi. Je suis chez moi, Et il oui. y a tellement d'anecdotes. Mhm. La dernière fois, j'ai été à Cotonou, au Bénin. Mhm. J'ai pris un taxi de mon hôtel pour aller quelque part. Et puis le chauffeur de taxi avait fait la conversation. Il voyait que je n'étais pas un Mhm. local, de la Oui, oui. façon dont je parle. Mhm. Puis je lui ai dit, bon, je viens d'Haïti. Mhm. Et puis lui, il m'a fait comprendre qu'il est de la famille, de la lignée de Toussaint Louverture. Mhm. Ouais. Oh, Et qu'il voulait m'emmener dans wow. son Oui, village. oui, Et il ne m'a visiter. pas laissé payer le taxi. Il ne m'a pas laissé payer la Ça, course. c'est un bel avantage. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, les ancêtres continuent de payer Oui. ma dette. Donc, voilà, Wow. c'est des anecdotes extraordinaires. De belles expériences de vie. Vous êtes aussi allé en Asie. Là, on est resté longtemps en Afrique, mais quel est le constat que vous avez fait lors justement de vos expériences justement en Asie? En Asie, oui, Mhm. j'ai été au Bangladesh. Mhm. J'ai fait séjours relativement longs. Mhm. 2 mois une fois, et 1 mois et demi l'autre fois. Et les gens sont très gentils. OK. Ça m'a beaucoup touché. C'est-à-dire Mhm. l'accueil, euh, il s'ouvre Mhm. totalement. Bon, c'est clair que j'étais venu faire le travail. Ils savent que dans une certaine mesure, j'ai eu une position Privilégié quand même. hiérarchique Mhm. privilégiée. Ça a contribué. Mhm. Mais ils sont très généreux, très gentils. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais mon problème avec le Bangladesh, par exemple, c'est Mhm. que on a 12 heures de décalage. Décalage. C'est comme quand mon monde se réveille, moi je m'endors. Quand je me réveille, tout mon monde, tout Mhm. ce que je connais là. Oui. Donc ça crée
une sorte de solitude, Oui, un silence. Mais ça, il faut le vivre pour le comprendre. oui, Ce silence du téléphone, il n'y a personne qui va t'envoyer un message parce que de toute façon, tout ton monde est en train oui, de dormir. J'étais très seul oui. au milieu de plusieurs millions de personnes. Mais vous n'étiez pas en équipe, Ouais, ouais, mais malgré tout? Oui, une équipe qu'on rencontre pour un mois tout à ne fait. remplace pas Mhm, les gens que vous avez connus pendant plus de 40 ans. mhm. Et comment est la jeunesse asiatique? Elle Est-ce est qu'on peut très, parler même d'une jeunesse ou il y a ouais, plusieurs? il y a plusieurs jeunesses, mais je Oui. veux dire, pour Bangladesh, par exemple, Mhm, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai été là-bas justement pour travailler avec les jeunes, mhm. les femmes et des groupes de société civile pour les, les aider à monter des stratégies de plaidoyer. Oui. Et quelques mois plus tard, et la jeunesse, notamment universitaire, a renversé un pouvoir Mm. dynastique Wow. dirigé par une femme, mais une femme de l'élite dynastique du pays. OK. Et c'est les jeunes qui l'ont fait. Donc, ils sont très. Je pense qu'en Asie, la jeunesse est très engagée. Mhm. Et Très active. ils font face à beaucoup de défis. Oui. Défis socio-économiques. Et il y a une explosion démographique dans cette partie du monde. Mais c'est une jeunesse qui reste très engagée et qui est. Alors, vous voyez qu'on parle ici à Montréal que les jeunes sont accros au Aux téléphone. Non, non, écrans, mais tout ça n'a ça. rien à voir. Au Bangladesh, Oui. tout le monde est tout le temps Connecté. connecté, accroché à son Aïe, téléphone et aïe, en aïe. faisant des selfies. Wow. Donc, il y a une amie jamaïcaine qui a Mhm, travaillé avec moi là-bas. mhm, Elle a parlé même de cette pandémie de selfies. Là. C'est comme ouais. c'est vraiment. Mais la jeunesse est très connectée, mais très, très conscientisée sur les enjeux sociaux, politiques et économiques. Mhm. OK. Très intéressant. Parlons maintenant de votre participation à Radio-Canada. Ah Parce que oui, vous êtes chroniqueur, il faut, hein, on ne peut pas passer ça sous silence depuis plusieurs années quand même. depuis plus d'un an Mhm. maintenant, oui. Ah, oui, plus d'un an. Plus OK, d'un pas an. tant que ça en Ouais, fait. ouais. Mhm. Depuis plus d'un an. Donc Bon, à la radio de Radio-Canada. oui, au Mhm, service d'actualité régionale. Donc, mhm. j'ai ma chronique chaque mardi. Oui. Euh, mais, euh, pratiquement toutes les villes où Radio-Canada Mhm. a ses antennes. Oui. Donc, c'est pour analyser l'actualité ou le contexte géopolitique Mhm, du monde. Ils ont fait appel à moi tout de suite après l'élection de Donald Trump, la deuxième élection là, de mhm. Donald Trump. Ils voulaient quelqu'un qui a l'expérience internationale, Oui. qui a vécu un peu, qui connaît un peu différentes cultures, différents contextes politiques à l'international, Mhm. et qui a cette capacité de communiquer, de vulgariser sur ces enjeux-là. Oui. Donc, ils ont fait appel à moi. Jusqu'à présent, ça va très bien. Et on garde l'esprit très critique par Mhm. rapport à ce qui se passe. On critique le pouvoir quand il le faut. Et on met en avant des initiatives très importantes quand il le faut aussi. Par exemple, dans mes chroniques, je fais le tour du monde. Parfois, je me focalise Oui. sur un success story en Afrique, ou la jeunesse africaine, comme vous l'aviez parlé. Oui. Parfois, c'est des abus, parfois, c'est ce que font les États-Unis actuellement. Mhm. Ouais, donc, c'est très diversifié, Mhm. mais avec pour boussole une certaine intégrité, une Oui. intégrité certaine, et mon indépendance de vue et d'opinion. Et comment justement les auditeurs accueillent votre présence, votre arrivée, votre Jusqu'à présent, ça participation? va. D'ailleurs, je vous Mhm. donne la primeur. C'est aujourd'hui qu'ils ont renouvelé mon contrat. Donc, c'est parce qu'ils Ah, sont satisfaits. félicitations. Donc, ils Mhm. sont satisfaits. Et j'ai beaucoup d'échos positifs, Mhm. surtout des gens qui vont sur l'application Oui. audio de Radio-Canada, qui sont abonnés, qui m'envoient un peu partout à travers le monde, là. Un peu partout en Afrique, en Haïti, un peu partout. Les gens écoutent. Mhm. Et parfois, ils engagent des conversations, de Mhm. suivi par rapport aux thématiques soulevées dans le cadre de cette chronique. OK. Parfait. Et vous avez aussi écrit un ouvrage, Démocratie, mythe et limites. Donc, parlez-nous un petit peu de cette œuvre. Ben, c'est un ouvrage c'est une analyse sur la démocratie, mais en fonction de mon expérience, de mon vécu Mhm.
parce que j'ai commencé à travailler très jeune dans la promotion de la démocratie à travers les institutions internationales. J'ai fait des expériences en Haïti comme observateur international des élections pour le Canada et pour les Américains dans une certaine mesure aussi. Donc, et j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes en Haïti, les réseaux de société civile. Donc, je me suis fait une bonne idée de ce contexte-là et des ratés du système, des failles ou des défaillances de cette démocratie formelle qu'on prône. Et puis, j'ai eu la chance de travailler sur un projet d'envergure pour une université en Suède, l'université de Gothenburg. Oui. On a Comme mobilisé chercheur. plus de 3500 chercheurs avec des outils pour mesurer la démocratie dans le monde. Donc, j'ai utilisé un peu ces outils Qu'est-ce qui en est sorti? pour faire... Et puis voilà, c'est ce livre-là dont vous avez parlé. Donc, Oui. j'ai apporté un Oui, exemplaire pour pour vous. moi, merci Je vais le infiniment. signer pour J'ai vous. très hâte de le lire. Peut-être Ouais, qu'on peut ça, le c'est montrer. le livre. Oui. Donc, regard sur Démocratie, mythe et limites. regard sur l'expérience haïtienne. Donc déjà, et le titre évoque Mhm. les mythes de cette démocratie-là et ses limites, parmi lesquelles les citoyens, par exemple, sont libres de choisir leurs dirigeants ou bien les, aller aux élections, participer aux élections est le test ou bien c'est le signe le plus visible ou achevé d'une démocratie qui fonctionne. Est-ce que On a c'est démontré seulement, que c'est faux. est-ce que c'est la démocratie seulement en Haïti qui est à critiquer? Non, Que non, non, non. dire justement de la démocratie dans les pays soi-disant développés? Absolument, non, non. On a pris l'exemple, dans ce livre, on a pris l'exemple d'Haïti, mais actuellement, je suis en train de faire une série de conférences pour l'université de Sherbrooke. C'est la crise de la démocratie dans un monde en plein bouleversement. Justement, on a vu que dans certains pays où on disait que la démocratie est bien implantée, notamment aux États-Unis, on voit toutes les failles, mais vraiment, toutes les maladies du système. Oui. Comment un pays comme les États-Unis, à partir du suffrage, c'est l'élection qui a donné Donald Trump. Donc, qui est en soi un autocrate, qui a des velléités autocratiques. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un système parfait. Et même dans les pays où on pourrait se dire que la démocratie est bien implantée, est bien établie. Donc, ce livre, s'il y a un élément qu'il faudrait retenir, c'est-à-dire qu'il y a un écart en ce qu'on appelle la démocratie formelle, c'est-à-dire il faut avoir des institutions, il faut faire des élections, ce qu'on nous répète depuis longtemps, et ce que j'appelle la démocratie réelle, la démocratie substantielle. Oui. Est-ce que tous les citoyens ont les mêmes droits véritablement? Est-ce que, et comment les nouvelles technologies, par exemple, ou les big tech influencent le choix des électeurs? Comment les médias, par exemple, contribuent à orienter l'opinion publique sur un ensemble de sujets? Et qu'en est-il de l'oligarchie ou de ceux qui maintiennent le monopole ou l'oligopole, et les relations entre l'argent et la politique? Tout ça, Mais on ne pose pas ces genres de plusieurs questions. diront quand même que comparativement à certains pays, la démocratie est quand même mieux implantée en Occident, certains pays. Oui, tout à fait. Oui, mais pas nécessairement aux États-Unis. Pour aujourd'hui, là, les États-Unis, il y a plusieurs études qui viennent d'être publiées, notamment par des firmes américaines et autres, qui montrent un déclin de la démocratie américaine, notamment. Absolument, il y a un recul, Il y a un recul réel. Bien, tout ça est très intéressant. Donc, si les gens veulent se procurer votre ouvrage, comment peuvent-ils s'y prendre? Ça, c'est sur Amazon. Sur Amazon, simplement, OK. C'est seulement sur Amazon. Mais ou l'Université de Montréal aussi, dans leur bibliothèque, dans la librairie. Mais c'est sur Amazon que les gens se le procurent. OK. Bien, John Miller, mon Dieu, c'est tellement intéressant. Il y a beaucoup à dire. On ne veut pas trop étirer l'entrevue, mais il y a quand même quelques autres éléments que j'aimerais aborder avec vous. Vous avez étudié à Harvard, à l'Université Harvard. Donc, c'était à quel moment, quelle période? C'était pendant la COVID. J'étais
Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Qu'est-ce que Ouais, ça vous a apporté? j'ai vu un monde en pleine bascule, un monde qui change. Mhm. Puis il y avait aussi cette impression que rien ne bouge. On est figé à la maison pendant la COVID. Oui. Je travaillais comme consultant, j'ai plusieurs contrats, etc. Et Mhm. j'avais du temps. Parce que je m'étais dit, en fait, au lieu d'écouter les nouvelles anxiogènes qui nous bombardent de statistiques sur la Oui, sur COVID, la COVID je et veux les faire quelque chose de morts. plus productif pour mon cerveau et puis pour ma carrière professionnelle. Mhm. Donc, j'ai vu une opportunité justement à Harvard pour Donc, en politique publique. une formation spécialisée en Mhm. politique publique, mais vraiment Oui. de nouvelles approches beaucoup plus innovantes Oui. pour implémenter des politiques publiques. On était dit, bon, ça c'est une opportunité en or, j'ai appliqué, puis Mhm. j'ai été accepté, puis j'ai fait cette étude pendant un an. Ouais, c'était bien. Extraordinaire. Donc, ben voilà, vous avez obtenu de nombreux prix, entre autres en 2008, le prix international du leadership de l'International Youth Foundation, Oui. figurant parmi les 25 jeunes leaders les plus influents de sa génération à travers le monde. Une double reconnaissance aussi au Parlement du Canada, le prix du leadership Global Talberg, SNF Eliasson, Oui. leader capable d'apporter des réponses innovantes aux défis complexes du 21e siècle. Alors, j'imagine qu'il y en a eu plein d'autres. On s'arrête là pour ne pas faire des jaloux. Et donc, réellement, votre parcours est très, très inspirant. Merci infiniment d'avoir accepté cette entrevue. Et vous êtes un fanatique aussi de soccer. On ne peut pas quitter sans parler de la participation d'Haïti à cette Coupe du Monde. Oui. Bon, les gens vont dire qu'on n'a pas marqué, etc. Mais ça change la donne, ça change le narratif. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'Haïti puisse participer justement à cette Coupe du Monde. Donc, ça nous donne une visibilité, ça nous replace sur l'échiquier mondial. Oui, justement, en fait, je l'ai dit dans un reportage de Radio-Canada, Mhm. justement, quand on peut changer son narratif, Mhm. on peut aussi changer son destin. Absolument. C'est le drapeau d'Haïti, l'hymne national d'Haïti, ça fait très longtemps que ce n'était pas associé à quelque chose De de positif. positif, de Ah, joyeux, de beau, tout etc. à fait. Donc, on l'a fait sur la scène la plus importante, la plus imposante Mhm. à, à l'international. Donc, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, on ne peut pas compter ça par le nombre de buts. Enfin, c'est Mhm. clair qu'on serait très heureux, moi, Oui. comme fan de foot, Oui. d'aller plus loin dans la compétition, de marquer de très beaux buts. Mhm. Mais en termes de symbole, en termes de narratif Oui. et en termes d'inspiration Oui. pour les prochaines générations, ça n'a pas de prix. La participation Absolument. d'Haïti, moi, j'ai été à À Boston Boston, oui. pour le premier match. C'est d'ailleurs pourquoi on n'a pas pu faire Oui. l'entrevue plus tôt. Donc, moi, ce que Oui. j'ai vu, Oui. cette population haïtienne, toute couche sociale confondue, Oui. Très solidaire. solidaire, Ouais. chantant l'hymne national, Mhm. et il y a aucun discours, il n'y a aucun parti politique, il n'y a aucun programme politique qui pourrait faire, qui pourrait Mhm. opérer ce qu'on a vu Est-ce que ça vous a pendant fait la COVID. revivre la même expérience du fameux 18 mai Quelque part, ouais, quelque part, 1991. 1991? Oui, j'ai Ça vous senti, a fait oui, retourner en arrière? ouais, ça m'a, c'est parce que c'est le bleu et rouge, Oui. là, c'est l'hymne, et c'est cette effervescence, c'est cette déferlante Mhm. bleu et rouge. Et je l'avais dit aussi, c'est comme ça résonnait, l'hymne national résonnait au-delà du stade, Mhm. au-delà du football. Oui. C'était le cri d'un peuple de plus de 13 millions Oui. qui se disait à l'unisson, Oui. on On a notre refuse, place. on Oui. refuse de vivre à genoux, Oui. on veut se mettre debout. Absolument. Ça, C'était extraordinaire. c'est historique. Et de voir le match aussi contre le Brésil, Oui. les deux pays, souvent les gens disaient un pays de cœur, un pays de sang. Oui, oui, Donc, oui. mon Dieu, les Haïtiens contre le Brésil, c'était une torture. Ouais, ouais. Mais les gens étaient stoïques.
Oui, Ils se sont accrochés à leur accroché. drapeau. Le Oui, temps d'un match, hein, le temps oui, d'un oui, oui, match. tout à Mais fait. ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Absolument, absolument. Mais vraiment, quelle belle expérience. Et puis, c'est, comme vous avez dit, c'est historique, c'est exceptionnel qu'Haïti puisse participer. Donc, c'est ce qu'il faut retenir au-delà des buts, des points, de voir qu'un petit pays avec si peu de moyens réussisse à se rendre jusque-là. Oui, Il mais faut applaudir nos joueurs. oui, et il Oui, y a une grande leçon justement en parlant des joueurs. oui, Et beaucoup de joueurs, la grande majorité, mhm, viennent de la diaspora. oui. C'est une leçon. Mhm. Euh, Quand les Haïtiens de l'extérieur et de l'intérieur se mettent ensemble, Ensemble, ils sont capables ils sont de... capables de grandes choses. Effectivement, oui. Deuxième leçon, la Fédération haïtienne de Mhm. football est dirigée aujourd'hui par un comité de normalisation présidé par une femme. OK. Donc Wow, on fait du progrès. le leadership féminin Oui. efficace aussi Mhm. qui nous a propulsés. Oui. Donc il y a beaucoup de leçons, Attiré de... oui, beaucoup de leçons à tirer Mhm. de cette expérience Mhm. et ça qui renvoie aussi à la geste de l'indépendance. Ça prend Mhm. un rassemblement, ça prend l'implication de Oui. ceux du dedans comme de ceux du dehors Mhm. et la participation des femmes. Et les femmes ont un rôle fondateur Oui. dans la création d'Haïti. Absolument, il faut le Et dire. aujourd'hui, Oui. il faut les propulser. Absolument. Et vous parlez d'indépendance, justement. Que dire de la polémique autour du fameux T-shirt? Ah oui, oui, bien là, écoute, moi, on m'a posé la question, je Mhm. dis souvent, écoute, Dessalines a vaincu Napoléon Bonaparte et puis c'est fini. C'est-à-dire qu'on accepte de mettre l'effigie. Mais en tout cas, je ne connais pas toutes les règles de la FIFA, mais Vertière est plus que jamais visible, Oui. présent. Puis en même temps, Et avoir cette intervention a fait en sorte justement d'émousser la curiosité justement, des gens justement. de Donc plus en plus, de se dire, mais pour quelle raison est-ce qu'on... c'était une Ouais. Ben oui, publicité gratuite, absolument. pratiquement, Ouais. pour Vertière, d'ailleurs, dont on aura une Mhm. station de métro Mhm. ici à Montréal, qui Mhm. porte le nom de Vertière. Oui, bien, oui, tout à fait. Tout le long c'est le prolongement de la ligne bleue, Exactement. d'ailleurs. Donc, c'est au coin à l'intersection de P9. Oui, Alors, c'est une fierté pour la communauté haïtienne. exactement. Donc vraiment. Mais pour revenir à la question du fameux T-shirt, je pose la question naïvement. Est-ce que vous pensez que si on avait laissé le T-shirt tel qu'il était, les Haïtiens auraient pu puiser une force et ça leur aurait peut-être permis de marquer ou de jouer différemment? Bon, là, je vais pas m'aventurer Ah, là-dedans. vous êtes Mais analyste? non, mais ce que j'ai vu, c'est que, en tout cas à Boston, Oui, les ancêtres étaient était présent. réellement présents. Ah Oui. oui, oui, non, ça Vous avez j'ai senti leur senti présence. l'énergie. Oui. Et c'est comme le GPS là, Mhm. des pères fondateurs. L'union fait la force. On Oui, sentait oui. cette union qui fait la force. Maintenant, le défi, c'est de pouvoir capitaliser ou être galvanisé par cette énergie Mhm. pour construire durablement. Oui. Construire durablement une équipe de foot pour les prochaines compétitions, Mhm. mais aussi transposer cette belle énergie pour le développement économique, Mhm. la modernisation politique, etc. Donc, il y Mhm. a beaucoup à faire. Et je pense que c'était un signal, Oui. c'était un symbole, mais aussi un signal pour ce que demain pourrait être. Absolument. Et donc, vous avez voyagé à travers le monde, à travers l'Afrique, l'Asie. Est-ce que vous mettez votre expertise au service aussi de votre pays, d'Haïti? Oui, mais écoute, déjà, c'est ainsi que j'ai commencé. Moi, j'ai Mhm. fait mon premier stage au Palais national. Oui. J'étais très, très jeune. J'ai contribué pour la célébration du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, Oui. là, en 2004. Mhm. J'étais là. Ce livre, c'est Votre pour les contribution acteurs aussi. politiques Oui. surtout. Mhm. Et vous avez mentionné le prix International Youth Foundation. J'ai Mhm. eu ce prix après avoir publié un premier livre, Oui. L'avenue qui mène à l'avenir. C'est un livre qui a été diffusé, distribué aux jeunes des partis politiques en Haïti Mhm. pour leur dire qu'il faut s'engager pour faire les choses. Maintenant, il y a une somme d'expérience internationale. Je pense qu'il faut un sacrifice du retour. Je ne sais Oui. pas encore comment ça va se faire, mais au moment opportun, je me mettrai disponible pour la République. Mais déjà ici à Montréal, au sein de votre communauté,
haïtienne, vous êtes Ah, impliqué, vous toujours. accompagnez, vous faites du coaching auprès des groupes de femmes, de jeunes. Ouais, Donc, c'est déjà ça. Et ouais, vous ouais. retournerez éventuellement en Oui, Haïti. oui, je suis toujours disposé, disponible pour les initiatives Mhm. inspirantes pour Oui, la communauté et aussi créer des ponts oui. là où il en faut, Mhm. inspirer des gens quand c'est nécessaire et apporter mes conseils quand c'est demandé. Voilà. Eh bien, John Miller Beauvoir, merci infiniment pour Merci à ce vous. bon moment. J'espère que les gens ont été enchantés de faire votre connaissance, de vous découvrir. En tout cas, moi, je l'ai été parce qu'on a fait une pré-entrevue Ouais. et je le suis encore aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, la prochaine fois, on sera de retour avec une autre personnalité du mois. Donc, au plaisir. Merci beaucoup, hein. Vraiment, c'est un bel exercice et une Oui, conversation très inspirante et aussi des questions qui poussent à la réflexion. oui. Je pense que c'est nécessaire et je salue les auditeurs, les auditrices pas, qui vont suivre cette émission quelque part. Là, ils seront nombreux. Absolument. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Et s'il y a une autre opportunité pour échanger, on va le faire avec plaisir. Tout à Et fait. s'il faut amener une délégation pour aller découvrir l'Afrique que je connais, là, Ah, ça aussi, moi, c'est quelque chose. j'ai déjà l'Afrique, comme on dit, tatouée sur le cœur. Je suis allée au Sénégal 2 fois et cet été, justement, je pars au Rwanda. Absolument. Donc voilà. Avec un groupe, nous allons transmettre des connaissances sur la pédagogie par projet à un groupe d'enfants, donc 6 à 13 ans, à besoins particuliers. Donc, c'est une école qui a été fondée là-bas par quelqu'un d'ici. Donc, j'ai tellement hâte. Ça fait 20 ans que j'attends justement de m'impliquer, C'est de super. m'investir justement Voilà. dans l'aide Bravo. humanitaire. Mais j'espère juste qu'il n'y aura aucun groupe qui va venir nous encercler. Et moi, Non, 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 non. Tout ira bien. je pense que ça Et va ça, bien c'est aller. vraiment Mais une mission très inspirante. vraiment, c'est quelque chose que je porte vraiment. Moi, je crois que c'est important de redonner Mm. parce qu'on a la chance de vivre dans un pays qui nous donne énormément. Nous avons beaucoup de ressources, on a accès à énormément de privilèges et puis de pouvoir aller contribuer, c'est quelque chose de fascinant, d'extraordinaire. J'ai très, très hâte. Et le prochain voyage, ça sera au Bénin. Wow! Je ne sais pas quand Ça, encore. c'est super. Oui, Donc, vraiment. vraiment, merci Mais moi, je encore pour veux l'émission. découvrir l'Afrique. C'est super. Ouais. Alors voilà, merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Bonne fin de soirée.